Dans le cadre de l'émission Culture Passion de la radio web de l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre, nous donnons aujourd'hui la parole à M. Fabien Leclerc, conservateur du patrimoine, directeur des musées de la ville de Tarbes. Bonjour M. Leclerc. Bonjour. Bon, tout d'abord, avant de nous parler de vous, de vos études, j'aimerais que vous précisiez en quoi consiste la fonction de conservateur du patrimoine. Alors, la fonction de conservateur du patrimoine, c'est un grade de la fonction publique et ça consiste à gérer, pour les conservateurs en spécialité musée, ça consiste à gérer des établissements patrimoniaux, en l'occurrence des musées. Mais il y a plusieurs spécialités de conservateurs. Tous les conservateurs ne sont pas directeurs de structure. Certains sont chargés de collection. C'est également des gens qui ont fait des études d'histoire de l'art, donc des spécialistes qui sont là pour préparer des expositions du point de vue de la scénographie, de la muséographie, mais également conserver les collections. Alors, je crois que vous n'êtes pas bigourdan. Et non, je ne suis pas bigourdan, je suis né en région parisienne où j'ai grandi, mais ensuite j'ai pu travailler dans différentes régions, puisque j'ai certes travaillé du coup en région parisienne, mais j'ai également travaillé en Picardie, j'ai travaillé en Champagne-Ardenne, et me voilà donc dans les Hautes-Pyrénées. Donc en vrai c'est la 4e région différente dans laquelle je travaille, puisque aux fonctions de conservateur qu'on exerce, et en particulier dans les collectivités territoriales, faut pas avoir peur de bouger. Et en l'occurrence, moi j'aime bien bouger, voir de nouvelles choses. Donc non, effectivement, je suis pas bigourdan, je connaissais personne avant d'arriver ici, et je n'ai pas de famille non plus qui est ici. Mais nous sommes heureux de vous accueillir dans notre Bigorre. Mais alors, comment devient-on conservateur de musée ? Alors, généralement, c'est des études qui sont quand même plutôt longues, des études majoritairement en histoire et en histoire de l'art pour les conservateurs musées. Après, vous avez d'autres types de spécialités de conservateurs, puisque vous avez les conservateurs archives. Donc, il y en a beaucoup qui font des études d'archives, et en particulier l'École nationale des chartes. Pour citer l'école prestigieuse dans laquelle les gens deviennent conservateurs. Ensuite, qu'est-ce que c'est ? C'est un concours. Donc, après quelques années d'études et au niveau licence, donc Bac+3, vous pouvez passer le concours national de conservateur du patrimoine, qui est un concours qui se déroule en région parisienne, avec plusieurs épreuves écrites, plusieurs épreuves orales. Et si vous réussissez et que vous avez le concours, vous avez 1 an de formation à l'Institut national du patrimoine et à l'Institut national des études territoriales pour les agents territoriaux, puisque vous pouvez avoir le concours dans la fonction publique d'État ou dans la fonction publique territoriale. Moi, en l'occurrence, j'ai eu dans la fonction publique territoriale. Et à l'issue d'1 an et demi, pour les territoriaux comme moi, vous devez candidater dans différentes collectivités où ils recherchent des conservateurs pour pouvoir prendre une direction ou pour pouvoir prendre, par exemple, la gestion d'un département lorsque c'est des départements de collection, lorsque c'est des grandes villes. Non, mais je crois que votre formation est très éclectique, elle est très, très complète. Alors oui, effectivement, pour parler de moi j'ai une formation, après le bac, je suis rentré tout de suite en études d'histoire de l'art et d'archéologie à l'école du Louvre, où j'ai fait le premier cycle dans lequel j'avais plusieurs spécialités, archéologie de la Gaule, patrimoine et archéologie militaire, numismatique et héraldique. Donc voilà plusieurs spécialités que j'ai suivies pendant 3 ans. À l'issue du premier cycle, j'ai suivi le second cycle de l'école du Louvre, le second cycle de muséologie. Et en parallèle à mon cursus à l'école du Louvre, j'ai fait une licence par correspondance d'histoire à Nanterre. Et ensuite, j'ai continué avec un master à la Sorbonne pour la 4e année. Et j'ai eu la chance, pour la 5e année, de partir 1 an en Erasmus à Londres, au King's College of London à Londres. Donc voilà, c'est mon cursus. Master d'histoire ancienne à la Sorbonne, en partenariat avec le King's College. Et un diplôme de premier et de second cycle de l'école du Louvre. Et suite à ça, puisque c'est un concours quand même qui est assez difficile, je disais qu'on pouvait le passer à partir du niveau licence, mais souvent les gens ont minimum un master. Suite à ça, j'ai travaillé et j'ai développé mon expérience dans le milieu des musées. J'ai passé différents concours, dont le grade d'assistant de conservation du patrimoine, etc. Donc j'ai engrangé de l'expérience sur plusieurs années avant de réussir le concours de conservateur. Mais alors, pourquoi êtes-vous venu à Tarbes ?
Alors, bien sûr, on plaisantait l'autre jour sur les haricots, mais qu'est-ce qui m'a plu à Tarbes? Donc, je suis venu une première fois avant de candidater. Ce qui me plaisait déjà, c'est que tous les musées avaient été rénovés. Donc ça, je trouvais ça très intéressant, puisque dans mes fonctions précédentes, le musée était en cours de rénovation. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans et demi, 4 ans à un musée en cours de rénovation, et je voulais voir un petit peu l'après, c'est-à-dire le musée une fois finalisé et travailler dans un cycle normal d'exposition. Donc ça m'a plu. Le fait que les musées soient rénovés, le fait qu'il y ait une équipe aussi sur place de professionnels qui soit là depuis plusieurs années, et donc cette équipe qui connaît son travail au niveau des musées, puisque dans ma fonction précédente, comme on était dans un cadre de rénovation, on avait beaucoup de contractuels, donc des gens qu'il fallait former, etc. Donc c'était pas du tout la même ambiance professionnelle. Ensuite, au niveau de mes spécialités, je suis quelqu'un qui est en spécialité patrimoine et archéologie militaire, comme j'ai déjà pu le dire. Et donc, la ville de Tarbes est une ville très tournée sur l'histoire militaire, au niveau de l'arsenal notamment, mais pas que, également avec le maréchal Foch, les hussards. Donc toute cette histoire fait qu'on est sur une ville très tournée autour du patrimoine militaire, et ça c'est quelque chose qui m'intéressait. Bon, alors quel type de conservateur allez-vous être? Alors oui, on verra, hein, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs missions des conservateurs. Il y a des conservateurs, il y a tout l'aspect promotionnel des collections envers les publics, donc la diffusion de l'art, de la culture, du patrimoine auprès des gens. Il y a un aspect conservation des collections, il y a un aspect également scientifique. Et il y a des conservateurs également qui sont un peu plus des conservateurs gestionnaires, donc gestion d'équipe, etc., pour mener des projets. Moi, au vu de mes fonctions, hein, puisque je m'occupe des 4 musées de la ville de Tarbes, le musée Massey, mais également la salle du Carmel, le musée de la déportation et de la résistance des Hautes-Pyrénées, et également la maison natale du maréchal Foch, forcément j'ai un profil de gestionnaire, mais je ne dénigre pas les 3 autres aspects, donc voilà, j'essaye d'être sur tous les aspects du métier de conservateur. Oui, j'ai vu aussi que dans les interviews que vous avez données à la presse et autres, vous insistez quand même sur la notion de travail d'équipe. Et effectivement, puisque les gens, ce qu'ils aperçoivent souvent dans les métiers des musées, eh ben c'est la vitrine, hein, des musées, donc c'est les agents d'accueil et de surveillance qui sont dans les différents établissements. C'est le premier contact des visiteurs avec les musées, et ensuite forcément dans l'imaginaire il y a le conservateur qui est le responsable de la structure comme moi, mais entre les deux vous avez tout un panel de métiers, des agents techniques, des agents administratifs, des agents de communication, des agents sur la conservation, donc tous ces panels de métiers qui font qu'on a une organisation en interne qui est quand même assez riche et variée, avec plusieurs métiers qui intéresse beaucoup de monde, hein. Et c'est ce panel qui fait la richesse des expositions et qu'on peut aussi organiser des expositions. Donc on est une équipe actuellement au niveau du service des musées d'environ 22-23 agents, ce qui nous permet d'ouvrir les 4 sites. Bon. Alors, pouvez-vous nous présenter les musées de Tarbes dont vous avez la charge? Alors, le musée le plus connu que les gens connaissent généralement, c'est le musée Massey, aussi appelé le musée international des hussards pour la collection permanente, que tout le monde presque connaît à Tarbes puisqu'il est dans le jardin Massey, dans un bâtiment néo-orientaliste construit dans les années 1850-1860, à la demande de Placide Massey. Et qui a été rénové, fin de rénovation au début des années 2010-2012, hein, avec la création de réserves externalisées. Donc collection temporaire qui alterne sur le fond Beaux-Arts. Donc aujourd'hui, on a un accrochage des chefs-d'œuvre, avec un choix aussi qui a été fait par moi sur des œuvres qui ne sont pas forcément vues d'habitude, mais que je trouve intéressantes. Et l'exposition permanente tournée autour des hussards, avec un parcours qui va du XVe siècle au XXe siècle. Donc voilà, très intéressant, avec une collection textile. On dit souvent que cette collection n'est pas forcément beaux-arts. Alors je m'inscris en porte-à-faux par rapport à ça, puisque vous avez de la peinture, vous avez des objets d'art, et avant la standardisation des armes à partir de la guerre de 1870, globalement, vous avez vraiment des chefs-d'œuvre en termes d'artisanat sur certaines armes, et notamment sur les périodes anciennes,
le XVIe, le XVIIe siècle. Et c'est des choses comme ça qu'on présente, avec des peintures aussi d'Édouard de Taille et Casanova, et j'en passe. Donc ça, c'est pour le musée Masset. Ensuite, vous avez le musée de la déportation et de la résistance des Hautes-Pyrénées, qui est à l'origine un musée associatif. Un musée qui a été réalisé donc par cette association dans les années 80, qui regroupait des anciens déportés et des anciens résistants. Donc un musée bâti sur le ressenti de ces gens-là, avec quelque chose d'assez complet. Donc un musée de mémoire, avec des dons quand même assez intéressants et forts, puisque nous avons des tenues de déportés, par exemple, qui sont exposées au sein de ce musée. Donc un musée intéressant aussi pour les jeunes générations, pour que justement ces événements ne soient jamais oubliés et ne se reproduisent pas. On a également la maison natale du maréchal Foch à Tarbes, qui est intéressante sur un double aspect. Alors certes, le maréchal Foch a poussé ses premiers cris à l'intérieur de cette maison, mais c'est également une maison de style bigourdan du XVIIIe siècle, avéré, même si en termes de cadastration, cette parcelle était occupée déjà depuis au moins le XVe siècle. Donc on est sur l'une des plus anciennes rues de la ville de Tarbes, à côté de la cathédrale de la Cède, et des collections qui sont marrantes, assez incongrues, puisque en fait, une grosse partie des collections, c'est des choses qui ont été données par la veuve du maréchal après sa mort. Et ce sont des cadeaux qui ont été faits au maréchal de son vivant, suite à la Première Guerre mondiale, pour beaucoup. Donc, on a des choses qui proviennent d'Amérique, du Portugal, donc des collections quand même assez intéressantes. Un tableau de Gustave Doré, donc des choses qui montrent aussi un petit peu toute l'intelligentsia et la bourgeoisie de l'époque, à l'époque de Foch, au début du XXe siècle, et l'ambiance qu'il y a pu avoir après la Première Guerre mondiale, pendant la Troisième République. Donc tout ça, c'est assez intéressant. Finalement, c'est un cliché. Moins qu'un cliché de comment était la maison du maréchal au moment où il est né, c'est plus un cliché de la vie sociale et politique dans les années 20 qu'on a à travers ce musée. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. En plus d'avoir une maison de style bigourdan quand même assez unique et à visiter. Et ensuite, le dernier aspect, c'est la salle du Carmel, qui est pareil, qui est un bâtiment qui appartenait au Carmel, qui est ensuite passé entre les mains d'une entreprise que la ville a récupéré à la fin des années 80, début des années 90, et qui fait depuis des expositions d'art contemporain en ces lieux. Donc un fonds qui s'est constitué, le fonds Carmel. On essaye de faire 3 à 4 expositions par an dans ce lieu. Que dire si ce n'est que la salle du Carmel, l'exposition se fait dans la chapelle des Carmels. Donc on a une hauteur sous plafond, on a une ambiance vraiment qui est sujette au recueillement et à la contemplation, plus que dans d'autres espaces avec des hauteurs sous plafond moins importantes, etc. Donc on a cette atmosphère là qui est propice à un certain type de contemplation, et en tout cas une contemplation de l'art contemporain. Je crois que les publics tarbais sont bien habitués à cette salle avec ces expositions qui sont gratuites. Ça permet également de promouvoir des artistes de la région et des artistes contemporains, donc d'ouvrir finalement une nouvelle forme d'art qui existent depuis et qui sont développées depuis le passage entre le réalisme et le surréalisme. Mais bref, je ne vais pas continuer à développer comme ça pendant... C'est vrai que le fait aussi qu'elle soit en demi-étage, ça permet d'avoir une vision, quand on monte à l'étage, en particulier des accrochages d'œuvres très, très importantes, ça permet d'avoir une vision particulière Exactement. Alors ça, c'est assez intéressant, puisque... On pourrait parler de l'architecture religieuse aujourd'hui, mais finalement, il y a des peintures dans les églises. Et là, ce qu'on accroche, c'est aussi des peintures, souvent, pas que. On essaye aussi de tourner ça sur de l'art contemporain, donc on est sur de la peinture moins classique, mais finalement, on redonne à cette architecture une fonction qui est la sienne. C'est pour ça aussi que ça s'accorde plutôt bien, puisqu'aujourd'hui, la chapelle est désaffectée, donc elle n'est plus utilisée pour des cérémonies religieuses. Mais effectivement, ça donne une vision d'ensemble qui est quand même assez belle sur cette salle. Mais cette salle aussi
permet aux enfants de découvrir l'art, parce qu'en ce moment, l'exposition qu'il y a beaucoup de succès parmi les enfants. Effectivement, l'exposition qu'on a actuellement, c'est une exposition qui a été réalisée par Artessence, dont la responsable est Françoise Renette. Une exposition avec une association avec laquelle nous avions déjà travaillé l'année dernière pour la Joconde et dans l'escalier. Et donc là, c'est les ateliers Renoir et Bonnard, pardon. Et donc, les gens sont très intéressés, les enfants. Le but de cette association, c'est de montrer les arts autrement que uniquement sous l'aspect visuel, mais de montrer aussi sous l'aspect olfactif, sous l'aspect du son, de l'odorat, et donc de découvrir les œuvres autrement, également à travers des petits jeux qui permettent aux enfants notamment d'avoir quelque chose de plus immersif. Donc c'est pas mal pour commencer à initier les jeunes générations à l'art et de leur montrer que l'art, avant tous ces réseaux sociaux, etc., lorsqu'on faisait une image, il y avait une puissance derrière, une réflexion. On ne prenait pas juste un cliché avec son téléphone, et de montrer où est la réflexion de l'artiste à travers tout ce qu'il y a en termes de peinture. Donc tout ça, c'est assez intéressant. Et si ça intéresse les jeunes, ça intéresse forcément les parents qui viennent. Il y a un côté très ludique. Donc effectivement, ça marche bien. Oui, parce que je suis passée un jour où il y avait une classe et vraiment les enfants participaient, hein, vraiment, même se disputaient. Il y a des petits puzzles, il y a des petites choses. Voilà, et puis là, c'est les 150e anniversaire de la première exposition impressionniste cette année. Donc l'idée, en présentant un peu cet atelier autour d'artistes comme Renoir et Bonnard, surtout Renoir, c'était de mettre en avant aussi cet anniversaire au sein des collections, au sein des expositions de cette année, sachant qu'à Tarbes, on n'a pas de peintres impressionnistes, puisqu'ils ne sont pas venus dans la région, et on n'a pas eu de dons ou de choses autour des peintres impressionnistes dans nos collections. Bon, là, c'est un projet donc, pour les musées, mais vous avez sûrement d'autres projets pour les musées de Tarbes. Effectivement, on a un cycle d'expositions qui fait qu'on a une dizaine d'expositions par an sur les 4 sites. Une exposition à Foch, 3-4 au musée de la Déportation. On est sur 2 expositions à Massey. Et au Carmel, on est sur 3-4 expositions également. Donc on a des projets comme ça d'exposition qui nous tiennent en haleine et qu'on commence à faire des fois 1 an ou 2 ans en avance. Là, au niveau du musée Massey, actuellement, on a cet accrochage. Ensuite, on va avoir une exposition sur Antonio Saura avec un prêt du FRAC Aquitaine. Donc 36 dessins d'Antonio Saura autour de la Quinta del Sordo. Alors je ne parle pas espagnol, alors je m'excuse pour mon accent espagnol, mais la Maison du Sourd, qui est un hommage d'Antonio Saura à Goya. Donc voilà, des dessins qui sont assez intéressants à aller voir. Je vous invite à venir. Ensuite, là, je travaille également sur une exposition sur la campagne d'Égypte qui devrait commencer à partir de fin octobre jusqu'à février de l'année prochaine. Et je profite puisque j'ai été en lien avec l'Université de Poitiers pour réaliser cette exposition et j'essaye, enfin on est en train avec l'Université de Poitiers de monter un colloque qui pourrait avoir lieu à Tarbes en février, fin février 2025. Donc une journée d'études autour de l'expédition d'Égypte, de la campagne avec l'exposition qu'on est en train de faire. On va faire des prêts à Paris, on a des choses dans nos collections, mais on va également faire des prêts. On va voir si les prêts vont être autorisés. Je ne fais pas trop de teasing parce que je ne sais pas si ça va être accordé ou pas. Ça, c'est pour le musée Massey. Il y en a d'autres. Mais oui, il y a une exposition qui va débuter en fin d'année au musée de la Déportation et de la Résistance, sur laquelle Camille Vallaloubert, qui s'occupe de ce musée, travaille depuis longtemps, sur les résistantes, les femmes qui ont résisté pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça va être aussi, je pense, très intéressant d'aller la voir. Au niveau de la maison natale du maréchal Foch, on a actuellement une exposition, et on va sur Foch-Joffre, les deux maréchaux pyrénéens de la Première Guerre mondiale. Et on va faire une exposition sur Firmin Michelet à partir du mois de septembre-octobre. Donc voilà. Le Carmel, malheureusement, là on a des expositions jusqu'à la fin d'année. Et ensuite, le Carmel va rentrer dans une phase de rénovation. Donc le Carmel ne sera pas ouvert l'année prochaine. Donc il n'y aura pas un cycle d'exposition au Carmel l'année prochaine. Mais oui, voilà, on a toute cette programmation.
d'exposition qui demandent quand même beaucoup de travail et d'organisation. Mais on travaille également sur d'autres choses au niveau de la ville, des projets un petit peu culturels, comme voilà, la rénovation du Carmel. On aimerait bien également travailler sur la rénovation du musée de la déportation et de la résistance. Et puis il y a plein de projets de rénovation de la fontaine des Quatre Vallées, place Marcadieu. Donc il y a plein de choses. Vous avez un planning très chargé. C'est ça pour les venir. Vous voulez ajouter d'autres choses? Non, je suis très content d'être reçu aujourd'hui par l'Université du Temps Libre pour pouvoir écouter ça et pour pouvoir parler un petit peu voilà, de notre programme, de ce qu'on fait au niveau du musée. N'hésitez pas à venir nombreux, on est très contents. On a une équipe qui est là pour vous accueillir. On a des visites guidées des expositions. Et voilà, il y a des choses à faire. Et merci encore. Bon, mais merci Fabien Leclerc d'avoir permis aux auditeurs de la radio web de l'Université du Temps Libre de mieux vous connaître et de mieux connaître votre fonction. Vous nous avez parlé de vos projets qui sont nombreux. Nous vous souhaitons de les réaliser pour le rayonnement culturel de la ville de Tarbes et pour notre propre plaisir. Merci. Merci.